Bonjour et bienvenue pour cette 304e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous présente toutes les nouveautés VF et disponible chez votre libraire, disponible dans tous les rayons BD dignes de ce nom, et évidemment sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris, au 49 rue La Cépède. Alors aujourd'hui nous allons faire une spéciale Panini. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons faire dans les prochains jours, pour pas dire prochaines heures, une spéciale Urban, et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de sorties Panini et que ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'émission parce que la rentrée a été chargée et qu'il y avait eu beaucoup de travail, et donc du coup là on se pose un peu et on vous parle des choses. Alors là cette émission n'a pas pour but de vous présenter en saccade 80 titres, c'est juste une sélection, une courte sélection de titres qui nous plaisent. C'est le haut du panier quoi, the top of the top. Alors on commence avec des Deluxe. Il va y avoir 4 Deluxe parce que j'ai l'impression que nos amis de Panini ont décidé de pousser ce format, le Deluxe. D'abord c'est un beau format, moi c'est un format que j'aime depuis toujours parce que c'est des grandes pages et parce que c'est vraiment des très très beaux bouquins. Et bon, historiquement c'était pas trop cher, ça va le devenir parce que les Deluxe normaux passent de 32 à 34, ils étaient déjà passés souvenez-vous, de 30 à 32, et je pense que ça sera pas fini. Malheureusement, c'est le sens de l'histoire, hein. Aux États-Unis aussi, les Deluxe ont augmenté. C'est comme ça, la vie augmente, c'est un peu tristoun, mais on n'a pas le choix. Moi, je me souviens d'une époque où un Deluxe a coûté 25, voire 28, ça c'était cool. Voilà, on va rentrer dans des prix plus compliqués. Mais celui-là, c'est un mini Deluxe, donc il coûte moins cher. C'est Wolverine, vous l'avez vu, c'est le retour de Wolverine. L'équipe qui a tué Wolverine, c'est-à-dire Charles Soule et Steve McNiven, reviennent quelques années après pour le retour de Wolverine. Comment est-il revenu d'entre les morts? Pourquoi est-il revenu? Dans cette histoire, vous allez découvrir pourquoi il est là et qu'est-ce qui se passe. Alors, Steve McNiven, qui est devenu une méga star rare et assez peu disponible, devait à la base dessiner les 5 numéros de cette mini-série. Il n'en dessine que 2, mais c'est des grands numéros, donc ça va, c'est pas des numéros de 22 pages. Dans un style qui rappelle énormément Barry Windsor Smith. Vraiment, son style de dessin s'affine d'année en année, et c'est vraiment un dessinateur. Moi, j'aimerais le voir sur des gros projets où il fait l'histoire complète, quoi. C'est un peu dommage d'avoir 2 dessinateurs sur un projet court comme ça, si vous voulez mon humble avis. D'autant que le deuxième dessinateur, qui n'est pas mauvais au demeurant, c'est un bon dessinateur, Declan Chalvet, n'a pas du tout le même style. Donc du coup, ça casse un peu, je trouve, la dynamique. Moi, j'aime bien ce style un petit peu ligne claire chez certains dessinateurs de comics. Je trouve que ça donne quelque chose. Au niveau de la narration, notamment, ça fait des jolies choses. Mais ça colle pas trop d'avoir 2 dessinateurs aussi différents sur le même projet. En tout cas, Steve McNiven fait un travail incroyable et ça reste une très bonne histoire que je vous recommande. Alors, la particularité de cet album, c'est que à la fin, on a un très très beau cahier avec les couvertures. Ils avaient fait, alors ça c'est la couverture du numéro 1, et ils avaient fait à l'époque plein de variantes avec tous les costumes de Wolverine, et elles y sont à la fin. Et ça c'est super chouette parce que d'abord elles étaient super rares, nous on les avait pas toutes vues, et du coup ça permet de toutes les avoir, et McNiven a fait un travail absolument dantesque là-dessus. C'est très chouette, comme je vous le dis. Voilà, tous les costumes iconiques de Wolverine y passent, et ça c'est top. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce retour de Wolverine, je vous le recommande, je vous le conseille. Il est disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Deuxième Deluxe, il y en aura 4, je vous l'annonce tout de suite. C'est un gros pavé puisque c'est le premier tome. Alors ça a un peu gueulé cette semaine, j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment dans les commentaires d'originalcomics.fr, où j'ai lu des choses, des gens qui disaient: ah mais il y en a marre que Panini passe les Marvel Now en Deluxe, mettez-nous autre chose. C'est un peu le cycle d'un comics, hein. Il sort en kiosque, en softcover, puis il sort en Marvel Now, puis il sort ensuite en Deluxe, et puis après les gros arcs, les trucs un peu importants sont réédités en omnibus ou autre. Alors c'est pas toujours vrai parce que souvent ça peut aller dans d'autres sens, enfin c'est très bizarre. La lisibilité, la lecture de la politique éditoriale de Panini n'est pas toujours très évidente. Donc après être sorti évidemment en Marvel Now, Uncanny Avengers sort en Deluxe. Qu'est-ce que c'est qu'Uncanny Avengers? Alors vous vous souvenez, il y a eu un gros crossover qui s'appelait Avengers versus X-Men. Les Avengers et les X-Men se sont foutus sur la gueule, ils se sont opposés, ils se sont fightés, ça a été un carnage. Eh bien, sachez-le,
Suite à ça, Marvel a eu l'excellente idée de réunir les deux équipes et d'en faire une équipe mixte d'Avengers et de X-Men. Donc l'équipe se compose, comme vous pouvez le voir, de héros iconiques. Et l'autre bonne idée de Marvel était de mettre des stars, parce que c'est ça le but aussi, des stars au générique. Donc le scénario est signé Rick Remender et le dessin John Cassaday en partie. John Cassaday, qui à une époque faisait des arcs courts de 6 numéros, c'est quelqu'un qui a fait des séries longues, hein, comme les Astonishing X-Men par exemple. C'est quelqu'un qui a fait aussi des histoires longues, comme vous le savez peut-être, moins longue, il a fait du Star Wars où il avait fait 6 numéros, voilà, et là il en fait 4, il fait 4 numéros, mais 4 très très beaux numéros. Il fait partie de ces méga stars aujourd'hui. C'est voilà, c'est plus on avance dans le niveau de starification dans les comics, moins on dessine. C'est un peu malheureusement la règle. Je le déplore en tant que lecteur, parce que moi, vous le savez, j'aime les jolies choses. L'avantage, c'est que l'épisode numéro 5 est dessiné par Monsieur Olivier Coipel. Monsieur Olivier Coipel qui nous régale une nouvelle fois. Il fait un numéro, mais quel numéro! Et après, à partir du 6, c'est Daniel Acuna qui reprend le flambeau. Daniel Acuna, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de... Je crois reconnaître du Adam Kubert là. Je crois qu'il y a du Adam Kubert, parce que je crois reconnaître son style. Et après il y a du voilà, ça c'est Daniel Acuna, voilà. Donc c'est la réunion de ces deux équipes à Uncanny Avengers. Il y a eu plusieurs volumes. Le premier volume est donc signé Rick Remender à l'époque où il travaillait encore pour Marvel. Maintenant, vous le savez, il vole de ses propres ailes, et tant mieux, puisque c'est vraiment un artiste qu'on aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est à découvrir sur originalcomics.fr. C'est en deluxe. Il y a dedans les numéros 1 à 11 et le 8 AU. Le 8 AU, oui, il y a une époque, il faisait des 8.0, enfin c'était... Au secours, des points quelque chose. Et Age of Ultron, c'était AU. Donc pendant l'époque de Age of Ultron, il y avait un épisode 8, l'épisode normal, et puis il faisait un 8.AU. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça leur permettait de vendre un comics en plus, mais ça s'intégrait dans la continuité. Et donc voilà, je crois que c'est cet épisode-là qui est dessiné par Adam Kubert. Je vais juste vérifier si vous le voulez bien. Il est crédité, tant mieux. J'avais pas fait gaffe en le refeuilletant. Troisième deluxe que je vous propose, gros coup de cœur pour celui-là, les All New X-Men en deluxe. Alors c'est pareil, c'est déjà sorti en Marvel Now et ça sort enfin dans cette prestigieuse collection. Nous avons les 10 premiers numéros de cette série. Cette couverture vous rappelle certainement quelque chose. C'est tout simplement l'ère Bendis. Michael Bendis arrive bien entendu sur les X-Men. Il prend les deux séries All New X-Men, donc qui est une création, et Uncanny X-Men qui sera dessiné par Chris Bacalo notamment, et il nous propose une vision dans laquelle les X-Men, les jeunes X-Men des années 60, donc les X-Men de Jack Kirby et Stan Lee, sont propulsés dans le présent suite à une décision unilatérale de Hank McCoy pour que les X-Men voient un petit peu ce qui est devenu le rêve de Charles Xavier, et pour qu'ils comprennent le poids de leur mission. Mais ça se passe pas comme ils veulent. D'abord, 1, ils repartent pas, et 2, ils veulent rester. Et 3, évidemment, les X-Men commencent à interagir les uns avec les autres. Le fait que Cyclope, vous savez, on est à l'époque où Cyclope, c'est après, évidemment, Avengers vs X-Men, Cyclope a un peu pété un câble. Vous savez, il a un joli X sur le front. Il veut faire une révolution mutante et il crée une armée. Il est un peu le nouveau Magneto. Et dans cet univers-là, nous allons découvrir évidemment les interactions des jeunes X-Men très, très, très candides et très naïfs, et des X-Men plus expérimentés. Bien entendu, ils vont voir que le rêve va voler en éclats, ils vont voir qu'il y a un problème, et ils vont vouloir rester pour résoudre ce problème, bien entendu. Il va y avoir des interactions très intéressantes, notamment puisque Jean Grey n'est pas encore ressuscité, et donc du coup le Cyclope adulte va voir la jeune Jean Grey qui a 17 ans, et évidemment il va la regarder avec ce regard qu'ont les hommes. Vous savez quand on voit quand il reste plus qu'une bière dans le frigo, vous voyez, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben c'est ce regard là qu'il va avoir Cyclope. Donc voilà, donc
Pour la partie graphique, c'est absolument exceptionnel. Moi j'adore cet arc, j'adore ce qu'a fait Bendis sur les X-Men, et je l'ai dit, je le revendique. Je sais que c'est très critiqué, mais tout est critiqué, hein. On est en 2020. Hein. Vous décidez de faire un œuf au plat, les gens disent bah non, c'est pas un œuf au plat qu'il faut faire, c'est un œuf à la coque. Vous voyez, donc faut rien partager, faut rien dire de nos jours. Mais moi je le dis, j'aime les All New X-Men, j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment trouvé ça très très intéressant. Et donc du coup, ces All New X-Men, je considère que ça fait vraiment partie des très bonnes choses à lire, d'autant que graphiquement, je vous le dis, on se régale. Il y a d'abord du Stuart Immonen, je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vous le remontre maintenant, et David Marquez qui vient faire les dessinateurs fill-in de prestige, hein, parce que vraiment, avoir David Marquez en deuxième dessinateur, c'est quand même super chouette. Après, il y a Mahmoud Asrar qui va venir se rajouter, non, il n'y a que des talents, il n'y a que des bonnes choses, et puis la deuxième série sur Cyclope par Chris Bacalo est géniale. Moi j'adore ce tome 1, il en appelle plein d'autres bien entendu, c'est à lire, c'est à découvrir, et c'est vraiment absolument incontournable si vous voulez mon humble avis. Quatrième Deluxe chez nos amis de Panini avec Venom en Deluxe. C'est le tome 2, Venom tome 2, c'est le Venom non pas de Donny Cates qui arrivera après, qui est dans d'autres collections d'ailleurs, je crois que c'est pas, ça paraît en Marvel Now ou dans ce format, dans le petit format. Là, nous sommes sur les Venom de Mike Costa avec au dessin et puis Dan Slott, parce que vous allez le voir, il y a bien entendu un crossover avec Venom, ça s'appelle Venom Inc. C'est le crossover Venom Inc. Vous savez, chaque année, il y a un crossover chez Spider-Man. C'est dessiné par Monsieur Mark Bagley qui a fait la couverture que je trouve géniale. Et c'est dessiné par Ryan Stegman, dont le destin est intimement lié à Spider-Man. C'est un des meilleurs dessinateurs de Spider-Man, bien entendu, qu'on est. Et c'est une chance d'avoir ce type de dessinateur. Regardez le talent. Alors, Venom Inc. c'est quoi? Donc, c'est l'événement de l'année 2017 avec évidemment les épisodes de la série en cours Venom, les épisodes 155 à 161, on était pendant le Fresh Start, pas pendant le Fresh Start, pendant le Marvel Legacy, ils avaient repris les numérotations historiques, souvenez-vous. Et donc il y a les épisodes de Amazing Spider-Man également, 792 à 793, et puis il y a les épisodes qui entourent, donc c'est-à-dire Venom Inc. Alpha et Venom Inc. Omega. Voilà, donc ça c'est vraiment un récit complet, absolument incontournable. Si vous aimez Spider-Man, vous allez absolument adorer. Évidemment que il est question de symbiote, il est question de Venom, et il est question de Venom Inc., c'est-à-dire la prolifération de différents Venom et de différents symbiotes et de différents acteurs qui vont venir, bien entendu, perturber un petit peu la vie de Spider-Man, de ses ennemis et surtout de son quotidien. C'est très bien fait, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment génial. Moi j'aime vraiment beaucoup. Il y a du talent et c'est vraiment de ce genre d'histoire qu'on veut lire. Et voilà, ça fait une très très belle histoire complète, donc je vous invite vraiment à craquer pour cette petite merveille. C'est disponible bien entendu sur originalcomics.fr, je vous l'ai dit. Voilà. Alors on va passer au rayon intégral parce que c'est un peu la fête des intégrales. Je sais pas combien ils en sortent d'intégrales, mais j'ai un peu du mal à suivre et j'espère que vous allez pouvoir suivre, notamment financièrement, parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc moi je me suis vachement concentré sur les intégrales. Je me suis sur les X-Men évidemment, j'en ai des intégrales là, mais j'ai pas tout parce que j'arrive pas à suivre et puis il m'en manque. Et puis comme les années avant, il y avait 12 numéros par an, donc ça faisait une intégrale, donc il y avait une intégrale 1984, mais quand on arrive en 92, 93, il y a des crossovers, des machins, des trucs. Et là, on se retrouve avec intégrale 92, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, du coup, t'entends, je me dis, est-ce que j'ai le 4, est-ce que j'ai le 5? Et quand je suis en boutique, je me dis, attends, il me manque lequel? Il faut que je fasse des listes. Bon, c'est un peu l'enfer. Et je suis également Hulk. Voilà, et je prends les intégrales Hulk. D'ailleurs, je vais les vérifier pour voir s'il m'en manque pas une, parce que j'ai un petit doute. Alors, les intégrales Hulk, je vais pas tout prendre sur Hulk. Hulk, j'ai des époques de prédilection. Notamment l'époque Peter David avec Todd McFarlane, Dale Keown, Gary Frank. Voilà, pour moi c'est la trilogie, la trinité de Hulk. Après il y a eu des très bonnes choses quelques années plus tard quand Paul Jenkins est arrivé avec Bruce Jones évidemment qui a suivi, avec John Romita Jr. au dessin. Voilà, j'aime beaucoup ces périodes, j'aime me les reprendre, mais je pense que je vais pas prendre le in-between. Ah si, il y a eu une période John Byrne aussi avec Adam Kubert. Ouais, je pense que je vais continuer à les prendre. C'est des bons souvenirs. Alors là on est quasiment sur les derniers épisodes de mémoire de Gary Frank. Ah oui, après il y a eu Liam Sharp comme dessinateur, je crois. Liam Sharp qui est une méga star et qui vraiment avait fait ses classes là-dessus et qui avait fait un travail absolument exceptionnel. Voilà. Alors
On est sur les épisodes de Gary Frank, hein, le dessinateur de Doomsday Clock qui arrive en version française, vous le savez, très prochainement, dessinateur de Batman. Je vous souviens de cette de cette image, c'est super chouette. Il était déjà très très bon, avec un super ancrage de Cam Smith, c'était vraiment super. Et voilà, c'est vraiment des épisodes absolument géniaux, incontournables. Et ça nous amène vers le mariage de Rick Jones, évidemment, et Betty Ross. Et ça, c'est vraiment des épisodes que j'ai adoré lire plus jeune et que je retrouve avec plaisir. Il y a également des épisodes, alors il y a du Stuart Timonen, il y a des épisodes que je connaissais pas parce que a priori Semic ne publiait pas tout à l'époque, ou alors j'avais fait l'impasse. Donc il y a du Stuart Timonen dans un style très jeune, voilà, et donc du coup ça nous permet aussi souvent ces intégrales de découvrir des choses qu'on n'avait pas lues. On termine avec des trucs qui s'appellent Tales to Astonish, des épisodes peints, parce qu'avec le succès de Marvels dans les années 90, ils nous faisaient plein de comics peints, c'était pas aussi bien que Marvels, mais ça avait l'avantage d'exister et de nous, voilà. Donc évidemment, et puis il y a crossover contre Venom lors d'un annual. Une espèce d'annual qui s'appelle Incredible Hulk contre Venom, ça date de 1994. C'est assez étonnant, voilà. Donc voilà, moi je suis ravi de collectionner ces intégrales qui sont savoureuses. Au rayon des X-Men, moi j'ai craqué pour l'intégrale 84, parce que alors je suis pas le seul à avoir craqué, hein, parce que vous êtes très très nombreux à avoir craqué pour ce truc. Intégrale 1984, absolument incontournable également, puisque on a les premiers épisodes de Barry Windsor Smith, qui en appelle d'autres bien entendu. Il y a les épisodes évidemment de John Romita Jr. Dans sa première époque sur les X-Men, dans un style très Paul Smith, un style très en rondeur qui ressemblait beaucoup au style de son père. C'est après qu'il a développé son style beaucoup plus carré, qu'on aime aussi beaucoup, notamment ce qu'il a fait sur Cable, ce qu'il a fait sur Spider-Man et tout ça. Mais voilà, John Romita Jr. de l'époque, c'est génial. Et il y a cet épisode mythique d'une Aurora Monroe, voilà, qui perd ses pouvoirs, voilà, avec Forge. C'est vraiment que des bons souvenirs. Voilà, voilà, c'est ça. C'est là, c'est ici. J'ai retrouvé les pages. Quel souvenir de ces épisodes dessinés par Barry Windsor Smith. Quel génie ce Barry Windsor Smith. Il paraît qu'il a mis fin à un projet personnel qui courait depuis 10 ans. Ça va faire l'objet d'une parution l'année prochaine. C'est ce que j'ai pu lire. Voilà. La renaissance de Roro, c'est un peu le Born Again de Storm, de Tornade. Et ça, c'est c'est savoureux. Voilà, c'est vraiment des comics comme on les aime et que Marvel ait pris le parti dans les années 80 de mettre ce type de dessinateur sur des séries comme X-Men, c'est absolument génial. Voilà, c'est mon humble avis et je le partage. On termine avec l'intégrale X-Factor 1987. X-Factor 1987, j'adore les X-Factor. Moi, j'ai découvert les X-Factor, on va dire, tard, quasiment au niveau du crossover avec les X-Men, Inferno, et du coup j'avais raté toute la première période qui était parue, je sais plus, dans Nova je crois, et du coup j'avais raté toute cette première partie. Là c'est la troisième intégrale de mémoire, c'est des épisodes jusqu'au numéro 23, des épisodes avec des dessinateurs invités vraiment fous. Alors Marc Silvestri qui n'est pas accrédité parce qu'ils ont crédité Walter Simonson malheureusement, donc Marc Silvestri qui n'était pas le Marc Silvestri flamboyant d'Inferno, mais qui était déjà qui avait des bonnes bases. Puis évidemment Walter Simonson, quel génie. Walter Simonson, ce type est hors sol tellement il est fabuleux. Et il y a même un épisode, il y a June Brinkman évidemment dont le destin est intimement lié. Et il y a un épisode de David Mazzucchelli, il faut que je le retrouve. David Mazzucchelli, le dessinateur de Born Again. Et ouais, je pensais pas que Mazzucchelli avait fait du X-Factor. Il devait vraiment avoir besoin de payer ses impôts ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il a fait du X-Factor et c'est assez étonnant quand on y pense de se dire qu'un dessinateur avec ce standing, c'est un dessinateur qui est très rare, Mazzucchelli. Il a fait évidemment Born Again, il a fait évidemment Asterios Polyp, il a fait évidemment Batman Year One, mais sa carrière, de manière générale, est hyper détachée de tout comics mainstream, quoi. Il s'était pas trop abaissé à faire ce genre de choses. Et il a fait du X-Factor, donc voilà, donc c'est assez rigolo. Ça, c'est vraiment incontournable. Également, j'ai les 3 intégrales X-Factor. Ah non, il m'en manque une. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Faut que je regarde. J'ai un problème avec les intégrales, faut que je note celles que j'ai et que j'ai pas, parce que sinon on va être complètement paumé, les amis, voilà. Donc beaucoup de sorties pour Panini, de la qualité, des bons de luxe, des bons albums. Moi je trouve que, ok, les prix augmentent, ok, le monde va mal,
Mais on a quand même des belles éditions. Je suis content qu'il y ait des beaux albums en deluxe. Je suis content qu'il y ait des belles intégrales. Et je suis content qu'on ait des beaux albums et que ça, enfin, typiquement les intégrales, ça fait vraiment revivre les trésors du passé. Et c'est vraiment incontournable. Je vous rappelle que tous ces comics sont disponibles sur originalcomics.fr. Pensez à aller sur le site, craquez, faites vivre vos libraires indépendants plutôt que les grosses boîtes. Voilà, on le dit souvent, mais c'est important de le rappeler. Et moi, je vous dis à très bientôt. Le but est de faire la prochaine très vite, très vite. Elle est prête. Il faut juste la tourner. Mais vous savez, la vie c'est compliqué parce que quand il faut vider le lave-vaisselle et s'occuper des enfants, eh bien, on prend le temps là où il est. Salut!